c'est terminé. Parce que les deux intervenants précédents nous ont dit que les levures des terroirs, ça n'existait pas. Donc, merci. Au revoir. On va parler d'autre chose. Non, c'est pas ça. Alors, on va maintenant accueillir un autre intervenant qui va nous parler de sujets différents, peut-être justement de l'utilisation de cette diversité. Alors, jusqu'à présent, nous avions Marion. Bon, on ne respecte pas du tout la parité aujourd'hui, hein. On avait Marion Bastien qui nous a accompagnés jusqu'à présent. Et voilà, on n'a pas perdu au change. Bon, on était content quand même d'avoir une présence féminine à la tribune. On a nos organisatrices, mais voilà. Donc aujourd'hui, celui qui va intervenir, c'est Anthony Silvano, donc qui est un ingénieur agronome et œnologue. Il a d'abord vinifié dans différents domaines, donc il sait exactement ce que tu parles d'utilisation des micro-organismes. Il est chez l'Allemand depuis 2007, si je ne me trompe, mais j'ai vu sa bibliographie et son CV, et responsable des essais applicatifs en œnologie et pour le sida, au départ. Donc il a accompagné l'accompagnement technique dans différents pays. Alors depuis 2019, Anthony occupe le poste de chef de produit levure œnologique. Et donc, il va nous exposer les expériences variées qui lui ont permis d'apprécier la diversité des pratiques dans différents pays du monde. Anthony, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Bon, alors, je ne vais pas vous faire un exposé scientifique, évidemment pas au niveau des deux intervenants précédents. On va faire une petite pause de science. On va faire un peu d'histoire géo aujourd'hui. Donc voilà, en fait, on va regarder un peu cette thématique, un peu cette conversation entre microbiologie et terroir, effectivement sous l'angle de l'histoire, hein, parce que c'est souvent riche d'enseignements, de regarder comment ça peut éclairer l'actualité, d'où ça vient, d'où vient cette controverse aussi, et cette opposition qu'on peut avoir entre levure sélectionnée et terroir. Je pense que voilà, ça a été parfaitement exposé et introduit ce concept par Hervé et sur l'aspect diversité par Jean-Luc. Donc on va regarder un petit peu cette origine, histoire géo, on va dire, et ensuite deux autres aspects de ce questionnement autour de la typicité. Premièrement, qu'est-ce que la typicité? Est-ce que c'est seulement ne pas masquer ce qui est exprimé, ou est-ce que c'est l'optimiser pour le révéler et l'interpréter de façon optimale? Donc, comme je vous l'avais dit, un peu d'histoire, mais aussi un peu de géographie. En fait, c'est intéressant quand on parle de ce sujet, de microbiologie, de terroir, de levure sélectionnée, de cette apparente controverse qu'il peut y avoir, ou en tout cas d'une certaine opposition que certains veulent mettre entre les deux. C'est intéressant de voir d'où viennent les levures sélectionnées, en fait. Comment ça a vu le jour, pourquoi, et où. Dans quel but? Donc, en fait, c'est une histoire assez ancienne, hein. Ça a commencé, à vrai dire, dans les années 60, où les premières levures sélectionnées ont commencé à voir le jour, hein, en France, notamment avec l'Institut Laclair. Alors, à la base, c'était sous forme liquide, ce qui pouvait présenter certains inconvénients en termes de stockage, de distribution, de praticité, d'utilisation, etc., au niveau de la cave. Et à partir des années 60, il y a eu une espèce de développement, de boom un peu partout. Donc vous voyez ici quelques exemples, hein. Alors, certains d'entre vous ont connu ou connaissent les noms, pardon, qui sont mentionnés ici, pardon. Donc évidemment, des noms très connus, hein, Ribéro Gaillon, Font-la-Fourcade, mais aussi, vous voyez, au même moment, dans les années 70-80, on a une émergence de différentes études, à la fois sur la capacité de ces levures à accomplir de bonnes performances fermentaires, et régionalement des typicités sur leur capacité technologique en fonction des vins vinifiés dans ces régions. Donc l'exemple de la Champagne est assez intéressant, et je ne dis pas ça juste parce que Michel me surveille, mais voilà, la capacité à accomplir la seconde fermentation est quand même quelque chose de très spécifique pour une levure. On a vu en quoi pouvait être lié, à quoi pouvait être lié au niveau du génome avec Jean-Luc
cette capacité à accomplir les secondes fermentations. De la même façon, Jean-Luc vous a parfaitement introduit le concept de l'adaptation aux basses températures. Quand on voit ces hybrides ou certaines souches qui sont particulièrement adaptées à la cryophilie, à fermenter à basse température, ben, on voit l'émergence dans certaines régions où justement les vins sont vinifiés ou peuvent être vinifiés de cette façon-là, des études écologiques permettant de comprendre, d'apprécier la diversité de ces levures et du coup d'en sélectionner certaines qui sont certes issues de ces régions, parce qu'elles sont adaptées aux vins qui sont faits dans ces régions. Et donc on voit donc tout ça qui commence à voir le jour petit à petit. Ce qui est commun, en tout cas au début de l'histoire des levures sélectionnées, c'est que l'objectif au départ, c'était vraiment un objectif pour le coup très technologique, qui était de résoudre des problèmes. Donc il y a quelques œnologues conseillers dans la salle, vous savez de quoi je parle. Donc éviter les problèmes et les résoudre, ça veut dire d'abord sécuriser les fermentations alcooliques de façon à terminer les sucres de façon saine et radicale. Et en fait, c'était ça le point commun à la base. C'était vraiment ça. C'était trouver, identifier une levure, à la limite, peu importe d'où elle venait, mais qui soit capable d'assurer le job. Donc d'aller jusqu'au bout et de faire la fermentation alcoolique, d'assurer une performance fermentaire, d'éviter des arrêts de fermentation. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu les premières caractérisations. Et ce qu'on demandait à une souche de levure qu'on sélectionnait à cette époque, c'était d'abord donc, évidemment d'assurer la performance fermentaire. Et pour assurer cette performance fermentaire, on lui demandait de s'implanter. Et donc il y a eu différentes études, dont une qui est encore connue aujourd'hui et dont on parle encore un petit peu, c'est la caractérisation sur le facteur killer, qui en fait supposait ou supputait qu'une levure possédant cette caractéristique, donc la production d'une certaine toxine, qu'on appelait killer, bon voilà, les termes étaient choisis à l'époque, je vous laisse apprécier je vous laisse apprécier le mot, mais en tout cas, voilà, on doit reconnaître que c'était une des premières, les prémices de la caractérisation, où on disait, bah voilà, si elle possède ce caractère-là, eh ben, elle va pouvoir mieux s'implanter. Alors aujourd'hui, de plus en plus, c'est énormément remis en cause, hein, évidemment. On sait qu'il y a des levures qui n'ont pas du tout, qui sont sensibles à ce facteur killer, mais qui pour autant s'implantent parfaitement bien et réalisent bien la fermentation alcoolique. On sait aussi que ce facteur et cette toxine, en fonction du pH, déjà, il n'y a pas une toxine, mais il y en a plusieurs, et en fait, elle peut avoir un impact assez varié. Voilà, bon, bref, c'est très remis en cause, mais en tout cas, voilà, l'histoire nous raconte sur ces premières caractérisations comment ça a été introduit. Et puis, comme je vous le montrais, là, ces études écologiques, petit à petit, ben, en fait, elles ont amené un deuxième niveau d'études et de compréhension, et elles ont amené l'émergence de sélections locales de levures, qui effectivement étaient issues d'une région, mais qui étaient surtout adaptées aux conditions spécifiques de la zone. Alors, on va faire un petit peu, je ne vais pas vous faire le tour de France et le listing de l'histoire de toutes les souches, hein, puisque sinon, on pourrait aussi y passer la matinée. Il y en a quelques-unes. De souches différentes, vous le savez très bien, et nous aussi. Mais voilà, en gros, on peut prendre quelques exemples intéressants comme ça. Donc, on a parlé de la Champagne avec des souches qui ont été sélectionnées à la demande, en fait, de ces régions. Quels que soient les acteurs, alors des instituts techniques, des interprofessions, des syndicats interprofessionnels, des laboratoires locaux, etc., mais qui ont commencé à faire ces études écologiques en se disant, ben voilà, je vais trouver une levure. Et en fait, l'idée à la base, c'était pas de dire, je veux une levure qui vienne absolument de chez moi ou de ma région. C'est de dire, je veux une levure qui soit adaptée au vin que je suis en train que les professionnels de ma région font. Et en fait, c'est ça un peu l'idée de départ. Donc c'est le cas en Champagne, mais c'est aussi le cas, alors l'exemple de la Charente est assez intéressant, parce que pour le coup, on a des conditions de vinification qui sont très originales par rapport au reste. Donc on n'a pas de sulfite, on a on va dire, une gestion de la température variable, on va dire, d'un chez un autre, au niveau de la maîtrise. On a des niveaux de turbidité qui sont très élevés, hein, puisqu'on a des breuvages qui sont assez faibles. Et surtout, on a un cahier des charges, on va dire, technique, qu'on demande aux vins de base avant distillation, qui est assez particulier. Voilà, on veut très peu d'éthanol, on veut
peu ou pas d'alcool supérieur. On veut beaucoup d'esters, mais certains types d'esters, plutôt des esters d'acétate qui vont donner du fruité à l'eau de vie, etc. Et donc en fait, l'idée, c'est comme ça aussi qu'ont commencé les réflexions sur le profil organoleptique. Donc on allait au-delà de la performance fermentaire, mais aussi sur éviter des déviations et peut-être révéler des caractères plus spécifiques qui, selon les professionnels de la région, étaient associés à la typicité régionale des vins produits sur place. Donc c'est vrai pour la FC9 par exemple, qui a été sélectionnée par le BNIC dans les Charentes. D'autres exemples un peu plus technologiques qui sont intéressants, c'est le cas de la vallée du Rhône Languedoc-Roussillon. Alors Jean-Luc parlait tout à l'heure de fructophilie de la levure par exemple, et des capacités de la levure à consommer, à avoir une certaine affinité pour le fructose qui est le sucre résiduel lorsqu'on a des arrêts de fermentation. C'est intéressant de voir que effectivement une des levures connues pour ses capacités excellentes en termes de reprise de fermentation provient d'une des régions où effectivement on rencontrait peut-être une fréquence plus importante qu'ailleurs d'arrêt de fermentation. Parce que quand on vinifie du Grenache en vallée du Rhône et que ça commence à atteindre les 16,5, voire plus, évidemment, voilà, on commence à avoir un peu plus de difficultés, les arrêts de FA sont un peu plus fréquents. Donc la volonté, c'était de trouver une levure qui soit susceptible soit d'accomplir ces fermentations un peu avec certains défis jusqu'au bout, soit de redémarrer des fermentations arrêtées où justement on avait pas mal de fructose dans les vins arrêtés. Et donc c'est comme ça qu'a vu le jour Uvaferm 43 qui, encore une fois, est issue de cette région. Est-ce que pour autant elle est typique de cette région ou est-ce qu'elle est adaptée à ce qu'on lui demandait dans cette région? Voilà, c'est la question qui se pose un peu ici. Donc on va faire le tour de France comme ça, un peu de toutes ces levures. Alors Jean-Luc nous a parlé de la LS, on a parlé aussi de la VL3, et évidemment on est à Bordeaux, donc je me dois de souligner aussi les sélections qui ont été faites dans ce vignoble. Et en fait on en a un petit peu partout, comme ça, qui sont issus de sélections locales. Et alors ce qui est intéressant de voir aussi quand on continue l'histoire et la géographie, c'est que c'est pas parce que ces levures sont sélectionnées à un endroit qu'elles ne sont utilisées qu'à cet endroit. En fait, il y a des similitudes aussi de vinification ou de besoins en termes de vinification ou de contraintes qui peuvent être similaires d'un endroit à un autre. On parlait de la LS tout à l'heure et de sa capacité à pouvoir fermenter à basse température, à révéler un certain profil aromatique, etc. En fait, voilà, on n'a pas cette demande qu'en Alsace. Donc spontanément, on a commencé à regarder ce qu'une levure venant d'Alsace est adaptée à une certaine capacité à fermenter à basse température, une certaine capacité à promouvoir des caractéristiques techniques ou organoleptiques pouvait donner ailleurs. Et donc on utilise une levure d'Alsace qu'on utilise aussi bien à Bordeaux qu'en Australie ou dans n'importe quel pays. Une levure bourguignonne, par exemple, alors Hervé n'est pas là aujourd'hui, mais pour parler de chardonnay, évidemment, on fait du chardonnay ailleurs, où on peut avoir les mêmes contraintes technologiques et les mêmes contraintes de vinification. Et donc, on utilise aussi de l'Alvin CY3079, par exemple, pour vinifier des chardonnays californiens quand les températures et les degrés alcooliques le permettent. Voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a aussi un voyage des levures sélectionnées dans un sens, mais aussi dans l'autre. Alors, on reparle de flux, ici sous l'angle levure sélectionnée. Il y a aussi des levures qui ont été sélectionnées ailleurs avec les mêmes critères de sélection, avec les mêmes contraintes, la même histoire de sélection, et qui sont aussi utilisées aujourd'hui. Alors, il y a des exemples intéressants, notamment celui d'une levure qui a été sélectionnée dans le Priorat en Espagne, où là encore, c'était une demande de la profession, de l'université et de la profession du priorat, qui voulait une levure qui soit... Et leur demande n'était pas d'avoir une levure qui soit issue du priorat, mais d'avoir une levure qui soit adaptée aux conditions de vinification du priorat, c'est-à-dire avec des pressions microbiologiques extrêmement fortes, avec une maîtrise de la température assez faible, un niveau technologique dans les caves un peu variable, etc., et qui puisse respecter, ou en tout cas assurer une certaine typicité qu'ils recherchaient dans les vins. Nous, on ne sait pas ce que c'est la typicité, donc c'est eux qui ont fait ce travail-là et qui ont évalué ces vins. Et en fait, on s'est rendu compte après qu'on retrouvait le même type de contraintes de vinification ailleurs. Donc pourquoi ne pas utiliser une levure comme un choix, comme un itinéraire, comme une partie de l'itinéraire technique dans des vignobles où on peut trouver des similitudes et des contraintes et des mêmes besoins de vinification. Donc tout ça, c'est un peu l'histoire de la sélection, des sélections de levure
classique, on va dire, qu'on peut parfois appeler sélection de terroir, mais là encore, c'est pareil que la levure de terroir, c'est un concept. En tout cas, on peut appeler ça des sélections classiques qui étaient faites, oui, et qui sont encore faites, puisqu'on en fait encore aujourd'hui, à un endroit pour répondre à des besoins spécifiques ou à des contraintes. Mais en fait, on peut atteindre le même niveau de satisfaction, entre guillemets, ou en tout cas le même objectif, par différentes méthodes, hein. Alors je vous liste ici, on ne va pas faire le détail de toutes les sélections qui existent, hein. Donc les sélections classiques, on vient d'en parler un petit peu. La microbiologie, vraiment, comme on la connaît depuis de nombreuses années. Alors la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi le faire avec des non-Saccharomyces. Mais vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres types de sélections qui sont naturelles, qui sont inspirées de la nature et qui vont en fait permettre d'atteindre les mêmes objectifs qu'une sélection classique. Alors, il y a des exemples qui sont intéressants, notamment bon, les croisements, vous connaissez ce que c'est, et puis Jean-Luc les a évoqués tout à l'heure, de la même façon que la division cellulaire, hein. Jean-Luc a évoqué la méiose, par exemple, pour générer de la diversité. En fait, c'est un excellent moyen de générer de la diversité, puis ensuite de recombiner des patrimoines génétiques pour explorer et exploiter cette diversité. Mais il y a deux exemples qui sont particulièrement intéressants dans les méthodes de sélection. Sont les croisements assistés par marqueurs QTL et l'évolution adaptative. Alors le premier, là, les croisements assistés par marqueurs QTL, c'est quelque chose qui est très connu en agronomie, qu'on utilise depuis des lustres, entre guillemets, notamment pour la sélection de melons, par exemple, ou de tomates. En fait, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la tomate soit bien mûre pour savoir si elle va être bien rouge et bien belle. C'est qu'on peut, dès le début, identifier certaines régions du génome qui vont nous dire oui, cette tomate, quand elle sera à point, elle sera bien aromatique, bien rouge, bien mûre, etc. Et donc en fait, on identifie ces régions du génome et tout simplement, avant d'aller jusqu'au bout et d'attendre que le melon soit bien capable d'être mangé pour l'évaluer, en fait, on peut dès le début savoir si oui ou non, et donc on va pouvoir sélectionner des espèces de melons, de tomates et donc de levures pour des objectifs technologiques particuliers. Et ça nous permet en fait de répondre à des contraintes qui sont soit régionales, soit technologiques, spécifiques. Donc le cas du SO2 par exemple, pour diminuer, pour avoir des levures qui produisent de moins en moins de SO2, on arrive à identifier des régions du génome qui sont marqueurs de ce phénotype-là, et donc de pouvoir les sélectionner d'une certaine façon pour atteindre des contraintes qui soient régionales ou des contraintes de vinification. L'évolution adaptative, c'est un peu différent, mais là aussi, c'est mimer un phénomène naturel pour voir comment vont évoluer les levures, provoquer chez elles des évolutions pour leur permettre d'être plus performantes et de mieux s'adapter à un nouvel équilibre écologique. Donc l'exemple des changements climatiques ou réchauffement, peu importe le nom qu'on met derrière, occasionne évidemment des changements physico-chimiques et des changements de conditions du raisin et du mou. Donc on a des pH qui vont augmenter, on a des taux de sucre qui vont être différents, on a des équilibres qui vont être un petit peu différents. Et en fait, on peut mimer ça au niveau de la microbiologie, impliquer des contraintes qu'on sait qui vont être affectées par ces changements climatiques, et donc anticiper une évolution, pousser une levure à s'adapter à ce nouvel environnement pour avoir une levure qui soit plus adaptée justement à des hauts pH, parce que cette levure va avoir une capacité différente à s'adapter à ces pH, voire à acidifier le milieu dans lequel elle se trouve pour rééquilibrer des vins et pour retrouver une certaine typicité régionale. Et donc en fait, c'est aussi une façon d'atteindre un objectif qui soit régional ou qui soit un objectif de produit. Donc, on reprend ce cours de l'histoire. Là, je vous ai parlé du facteur killer. Et en fait, l'amélioration des connaissances et des outils microbiologiques et technologiques de façon générale nous ont permis d'avoir des caractérisations de plus en plus fines. Et donc, au-delà de la caractérisation uniquement technologique, performance fermentaire ou autre, on a pu resserrer les trous de la passoire quand on fait de la sélection de levure. Donc, resserrer le crible et atteindre des niveaux de caractérisation très précis, très ciblés. Alors il y a un exemple en particulier qui a un peu révolutionné l'approche œnologique, c'est l'évaluation et la caractérisation des besoins nutritionnels, notamment en azote, mais pas que. On voit aussi aujourd'hui l'émergence de
certes, les besoins en azote ont été caractérisés, évalués pour l'ensemble des levures ou la quasi-totalité des levures qui ont été sélectionnées. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ça est remis un peu en question et qu'en fait, leurs besoins lipidiques, ou en tout cas la façon dont l'équilibre azote-lipide est presque aussi important. Donc ça remet un peu aussi en question ces niveaux de caractérisation. Mais en tout cas, voilà, ça nous a aidés dans cette approche de la sélection, toujours dans cet objectif de typicité. Alors vous voyez que là, on est parti de la sélection des années 70-80 où on allait prélever à la parcelle quelques souches et puis ensuite on les mettait au laboratoire et puis on regardait laquelle était plus adaptée à ce qu'on cherchait, oui ou non, etc. À des techniques très spécifiques, hein, quand on parle de croisement QTL ou d'évolution adaptative, on est dans les microbiologies de pointe, entre guillemets. Est-ce que pour autant ces deux types de sélection sont antinomiques? Est-ce qu'on doit les opposer? C'est plus une question de rhétorique. Et alors la question et la notion de levure de terroir et de concept de levure de terroir a largement été évoquée lors de la présentation d'Hervé et de Jean-Luc. En quoi est-ce qu'on peut dire qu'une levure est adaptée à un terroir, en fait? Est-ce que c'est parce qu'elle a été sélectionnée là, à cet endroit géographique, ou parce qu'elle correspond à un cahier des charges qui a été établi, ou encore parce qu'elle correspond à des contraintes de vinification ou à des types de produits de vins de la région dans lesquelles elles sont issues? Voilà, c'est un peu ça l'idée c'est pas parce qu'elles sont issues d'une région qu'elles sont typiques de cette région. C'est parce qu'elles permettent d'atteindre des objectifs liés à la demande de cette région et donc liés aux produits qui y sont faits. On peut faire un parallèle avec les bactéries, où on a une évolution qui a été à peu près similaire. Donc dans les années 50-60, on a les premiers résultats avec des ensemencements de bactéries lactiques, et c'est qu'un petit peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, où on a les premières cultures à l'échelle industrielle, donc soit congelées, soit lyophilisées, de ces bactéries sélectionnées. Et à partir des années 90-2000, il y a eu d'énormes progrès, à la fois sur les techniques de sélection, parce que c'est un petit peu plus délicat, mais aussi sur la façon de les produire. Et donc on a pu améliorer très nettement à la fois la mise en œuvre, mais aussi la sélection, la performance de ces bactéries. Et donc, comme l'évoquait Jean-Luc, hein, l'émergence des nouveaux outils fantastiques qui sont disponibles aujourd'hui, hein, donc notamment depuis les années 2000 ou autres, ont permis d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ces mécanismes, avec la possibilité assez facile de séquencer le génome, et puis plus récemment de sortir de l'espèce Nococcus honi, au même titre qu'on est sorti de l'espèce de Saccharomyces, on est sorti aussi de Nococcus honi. Là encore, l'objectif commun à la base, c'était le même, c'est la robustesse. La capacité d'une bactérie à s'implanter dans un milieu difficile, parce que le milieu vin pour une bactérie, pour Nococcus honi, c'est pas son milieu de prédilection. Et donc une capacité à s'implanter dans ce milieu-là, à être robuste, et surtout donc à pouvoir tolérer des paramètres physico-chimiques très toxiques, très hostiles pour une bactérie, à savoir des pH plutôt faibles, des niveaux d'éthanol élevés, et parfois, ajoutons à cela, des aspects de température et SO2 qui peuvent être difficiles. Plus tard est venue l'évaluation de la production d'amines biogènes, qui aujourd'hui fait partie intégrante des cribles de sélection quand on sélectionne une bactérie. Un peu plus tard, au même titre que les levures, les objectifs ont été diversifiés. Donc on est allé au-delà de la robustesse, qui était un peu la condition nécessaire, on va dire, à la sélection d'une bactérie, quelle que soit la région dont elle soit issue, mais aussi avec des aspects gain de temps, donc des objectifs technologiques un peu différents. Alors là, plus que la sélection, c'est aussi la méthode de mise en œuvre, avec l'émergence de techniques telles que la co-inoculation pour gagner du temps sur la réalisation des fermentations biolactiques, et de plus en plus aujourd'hui, l'impact organoleptique. Donc on peut prendre des exemples comme la capacité à produire ou non plus ou moins du diacétyl, qui va impacter très fortement le profil organoleptique d'un vin, y compris après la fermentation malolactique. Et en fonction de la typicité régionale qu'on va rechercher, eh ben évidemment, on va avoir des demandes ou des besoins qui vont être différents d'une région à l'autre, et donc d'une souche sélectionnée à une autre sur cette capacité à produire du diacétyl. Un chardonnay californien, par exemple, encore aujourd'hui, doit être beurré, lacté en termes de profil, si on veut qu'il soit typique et apprécié par le consommateur local. À l'inverse, un chardonnay qui va être produit dans d'autres régions, que ce soit en Bourgogne ou en Languedoc-Roussillon, on peut avoir des besoins de chardonnay qui soient beaucoup plus tendus, où on cherche du fruité, de la fraîcheur, etc., où justement,
malgré la fermentation malolactique, on va chercher des bactéries qui soient typiques de ce qu'on recherche dans cette région, mais qui soient susceptibles de ne pas produire trop de diacétyl, voire pas du tout, pour ne pas avoir ces aspects-là qui ressortent. Donc en fait, on peut dresser exactement la même carte de France, voire du monde, hein, sur ces sélections. On a des sélections de bactéries qui sont issues de régions, effectivement. Parfois, IFV, CIVC avec des caractéristiques un peu particulières à chaque fois, en Espagne, en Italie, etc. Donc on a des bactéries qui sont issues de ces régions, mais qui pour autant ne sont pas forcément typiques de ces régions, mais qui sont encore une fois adaptées aux conditions qu'on trouve dans ces régions. Donc on a des niveaux de caractérisation variables aussi, hein, en fonction des contraintes qu'on peut retrouver dans ces régions, que ce soit la tolérance au pH, que ce soit la résistance à l'acide lactique qu'on peut retrouver, notamment avec des levures aujourd'hui qui peuvent produire un peu d'acide lactique, comment ces bactéries vont résister, donc ça fait aussi adapter les méthodes de sélection. Et je vais pour étayer ce propos-là sur les bactéries et sur leur diversité régionale, je vais me faire le porte-parole en toute humilité des travaux qui ont été menés par Patrick Lucas au sein même de Bordeaux, à l'ISVV, sur la diversité des bactéries et sur le concept de bactéries de terroir, entre guillemets. Donc c'est un parallèle à l'étude de Hervé, mais plutôt sous l'aspect bactérie. Alors Patrick n'est pas là aujourd'hui, mais je suis sûr que si vous avez des questions... je ne vois pas Isabelle, mais elle connaît aussi très bien ses travaux, donc elle pourra y répondre et probablement certaines autres dans la salle aussi. Mais en tout cas, c'est une étude qui a été menée donc, par Patrick Lucas au sein de son laboratoire avec ses collaborateurs. Extrêmement intéressante, avec une approche qui a été de dire en fait on va aller prélever des bactéries un peu partout, à différents endroits, issues de différents milieux, de différentes applications, de différentes matrices, de différentes origines, et on va regarder à la fois au niveau régional et au niveau du milieu dans lequel on les a prélevées, comment elles se dispersent en fait, comment elles se répartissent. Donc je remercie Jean-Luc d'avoir présenté les arbres phylogénétiques, parce que du coup j'ai pas à le faire. Vous avez très bien compris ce que c'était, hein. C'est un arbre généalogique. En gros, voilà, deux qui sont très proches vont être plutôt sœurs, voire sœurs jumelles. Deux qui sont très éloignées vont être cousines très éloignées, voire sans lien de parenté ou avec un lien de parenté très, très éloigné. Donc la distance entre deux va nous donner le niveau de similitude entre deux souches de bactéries. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au sein de ces centaines de souches qui ont été isolées par Patrick et son équipe, je crois qu'il y en avait 228 ou quelque chose comme ça, donc ça commence à faire, on voit qu'en fait, elles se répartissent par groupe. Donc, il y a des groupes qui ont été définis, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Et en fait, on voit que, quel que soit le groupe de similitude de niveau de parenté auquel elles appartiennent, elles peuvent être issues aussi bien d'une région que d'une autre. Donc en fait, on a, par exemple, quand on regarde ces deux régions, elles se dispatchent, en gros, dans tous les groupes, quelle que soit leur origine géographique. Donc ça, c'est une preuve, déjà s'il en est, que les souches ne sont pas spécifiques ni des régions, ni des exploitations. Elles se dispersent d'une région à une autre, avec différents flux migratoires et différents vecteurs, comme on l'a vu tout à l'heure pour les levures, il en est de même pour les bactéries, dans différents groupes. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde d'un peu plus près ces groupes, comment ils sont formés en fait. Et donc c'est assez amusant de voir que ces groupes, ils sont non pas liés à une région, mais ils sont liés à un produit, à un type de milieu. Donc le groupe D, alors volontairement, je ne vous avais pas mis ce que c'était avant, parce que ça me garde un peu de suspense, puis ça vous maintient éveillé. Là, c'est le moment de la matinée où on peut avoir tendance à piquer du nez, alors j'essaie de vous remotiver un petit peu. Le groupe D, c'est du kombucha. Alors effectivement, on a des bactéries qui appartiennent à ce groupe D kombucha. Effectivement, elles sont typiques de ce groupe, mais pas du tout d'une région. Voilà. Et par contre, on a un grand groupe, là, le groupe A, qui est le groupe 20, qui effectivement a une très grande diversité au sein de ce groupe, mais qui a une certaine similitude au sein de ce groupe-là, et qu'on retrouve encore dans différentes régions. Et puis on a d'autres groupes, groupe B, groupe C. Il y a un des deux groupes, c'est du cidre, par exemple, où on a quelques similitudes avec le vin, notamment au niveau éthanol, puisqu'on peut avoir des petites proximités, alors que le kombucha, les niveaux d'éthanol sont un peu différents. Mais on voit que la répartition se fait en fonction du groupe et des contraintes physico-chimiques qu'on retrouve au sein de chaque groupe, au sein de chaque produit, plus que par les régions. Et alors, ce qui est intéressant de voir, décidément, je faillote pas mal avec Michel, hein, mais on a un sous-groupe en fait au sein de ce groupe 20, qui est le groupe de certains vins blancs. Donc notamment, c'est au sein de ce groupe qu'on retrouve des souches qui ont été isolées à la fois en Champagne et en Bourgogne.
Et en fait, quand on regarde d'un peu plus près, c'est pas parce qu'elles viennent de cette région qu'elles se retrouvent dans le même groupe, c'est parce qu'elles ont développé petit à petit, ces bactéries, une certaine capacité à résister aux conditions que l'on retrouve dans cette région. Et le point commun, par exemple, dans cette région, c'est des pH plutôt bas. Et donc, on retrouve au sein de ce groupe-là des similitudes qui sont liées à, encore une fois, des caractéristiques des produits qui sont faits dans ces régions. Donc, les souches, pour conclure là-dessus, c'est que les souches sont spécifiques des produits et des contraintes du milieu dans lequel elles ont été prélevées et non des régions géographiques. Et d'une certaine façon, on peut dire que ce sont les types de vins produits au sein de ces régions, donc les hommes, qui ont domestiqué ces levures et qui les ont poussées à évoluer et qui ont eux-mêmes créé ces sous-groupes et ces similitudes entre souches. Donc en fait, c'est l'intervention humaine qui a permis, qui a poussé cette évolution en fonction des produits que l'homme a voulu faire ou a fait dans ces régions en fonction des conditions dans lesquelles il les a fait. Alors on a une très grande diversité génétique hein, chez Eunococcus honi. Une souche, c'est un chromosome, c'est environ 2000 gènes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a moins de la moitié de ces gènes qui sont communs entre les différentes espèces d'Eunococcus honi. On en a environ 900. Et ensuite, si on cumule la diversité des souches de cette étude de Patrick Lucas, donc des 226 souches, et la diversité au niveau du génome, donc c'est-à-dire en gros un peu plus de la moitié du génome de chaque bactérie, hein, 1000. Donc si on cumule les deux, ben en fait, sur l'ensemble des populations donc de ces souches et de la variabilité, on a un peu plus de 8000 gènes qui varient au sein de cette étude et au sein de ce consortium qui a été étudié. Donc vous voyez qu'on a une très grande variabilité chez Eunococcus honi qui peut expliquer pourquoi on peut avoir des différences de performance, de phénotype, de comportement d'une souche à une autre. Et il y a un exemple qui est particulièrement intéressant, pour reprendre le sous-groupe Champagne-Bourgogne, c'est qu'on a identifié au sein de ce groupe que c'est non pas l'origine géographique qui fait qu'elles sont proches, mais c'est certaines particularités génétiques, notamment un gène en particulier qui s'appelle la glucosyltransférase, qui est responsable de la résistance au stress acide. Et en fait, on retrouve ce gène de façon très fréquente au sein de ce groupe. Et donc ça explique pourquoi elles sont proches génétiquement, au niveau de leur famille, mais aussi pourquoi elles sont, en quoi, au niveau génétique, ça s'explique aussi par rapport à leur adaptation dans le milieu dans lequel on les met et dans lequel elles ont évolué. Et donc on peut se baser sur ces outils hein, qu'on connaît de mieux en mieux aussi pour sélectionner des bactéries ou des micro-organismes au sens large qui sont adaptés aux conditions de vinification ou aux contraintes qu'on retrouve d'une région à une autre. Voilà, alors c'était la fin du cours d'histoire géo, on va dire. Et là, on va s'intéresser un petit peu à deux autres aspects sur cette conversation levure sélectionnée et typicité et terroir. C'est premièrement, est-ce que la meilleure façon de respecter un terroir ou de le révéler, c'est déjà ne pas le masquer? Donc c'est le premier grand point. Alors c'est pas très innovant, hein, vous avez tous connaissance de ça, mais on peut lister tout un tas de défauts entre guillemets. Il faut prendre ce terme avec des pincettes, parce que ce qui peut être considéré comme un défaut par l'un peut ne pas l'être par l'autre, mais en tout cas, on peut considérer ces différents composés comme certains masques qui peuvent nuire à l'expression d'un vin ou à la révélation d'une certaine typicité. Donc les phénols volatiles, évidemment, que vous connaissez, mais aussi les amines biogènes, parfois des excès diacétyl, le goût de souris, hein, très, très en vogue depuis quelques années, mais qui peut aussi amener à des certains masques. Donc on parle des amines biogènes. Sous l'aspect allergène, certes, c'est intéressant, mais il y a aussi des amines biogènes qui ont des impacts aromatiques, organoleptiques très néfastes et qui peuvent masquer. Putrescine, cadavérine, par exemple, sont deux amines biogènes qui peuvent être produits par des bactéries lactiques et qui peuvent masquer un petit peu l'expression ou en tout cas l'interprétation qu'on veut faire d'un terroir. Donc il y a différentes façons d'essayer d'éviter ces masques hein, pour exprimer la diversité. On peut essayer de les éradiquer, donc c'est ce qui a été fait depuis des lustres, notamment par le SO2 ou autre, ou on peut essayer de promouvoir un nouvel équilibre écologique entre les espèces. Donc au lieu d'éradiquer, en fait c'est la technique du biocontrôle. Donc la définition c'est une technique fondée sur les mécanismes et les interactions qui régissent les relations interespèces. Donc le but du jeu, ça va être plutôt de favoriser un micro-organisme plutôt considéré comme positif, au détriment d'un micro-organisme plutôt considéré comme négatif ou de contamination.
Donc on va en gros inoculer un micro-organisme connu pour essayer de contrebalancer un micro-organisme indésirable, on va dire. Alors le biocontrôle et la bioprotection, on en parle de plus en plus, mais en fait il faut bien avoir conscience que dès le début des levures et des bactéries sélectionnées, dans les années 60-70, c'était déjà du biocontrôle et de la bioprotection. En fait, le fait même d'utiliser une levure sélectionnée ou une bactérie sélectionnée, c'est de la bioprotection, c'est du biocontrôle en tout cas. Donc c'était voilà, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Là, on faisait de la bioprotection sans la nommer, mais en gros, on rééquilibrait un équilibre écologique ou des populations écologiques en présence. Et maintenant, on va s'attaquer donc au-delà des masques à cet aspect comment révéler, optimiser, maximiser cette typicité. Alors c'est un peu provocateur hein, ce titre-là. Alors je soupçonne Marion de ne pas être venue à Bordeaux pour ne pas avoir abordé ce sujet ici, sur le mythe de la levure neutre. Alors, pourquoi le mythe de la levure neutre? Moi, je ne sais pas ce que c'est une levure neutre. Si vous en voyez, vous me la présenterez. Mais en tout cas, on va voir en quoi ce concept de levure neutre est un peu à remettre en question. Alors, c'est pas d'hier, hein, mais déjà, Émile Pénaud, rendons-lui hommage, disait que la vinification révèle l'arôme primaire caché dans le fruit. La fermentation agit comme un révélateur d'arôme et libère les principes odorants du raisin. Donc on voit déjà qu'il y a ici un impact fort, non pas que sur la fermentation alcoolique, mais très lié, on va dire, à l'aspect aromatique et sensoriel. Et ensuite, pourquoi je vous dis que la levure neutre, j'en ai jamais rencontré, je ne sais pas trop ce que c'est, pourquoi on dit que c'est un mythe, c'est parce qu'en fait, demander à une levure d'être neutre, sous prétexte qu'elle va mieux révéler le terroir et ne pas le travestir, entre guillemets, ce serait lui demander de ne faire que de la transformation du sucre en éthanol. Ça, c'est pas une levure. C'est une enzyme, par exemple, ou c'est un procédé biochimique, peu importe, etc. Mais c'est pas une fermentation alcoolique. C'est pas une levure qui peut faire ça. Elle le fait, évidemment, mais de facto, en le faisant, elle fait plein d'autres choses. Parce qu'elle doit excréter certains métabolites secondaires, parce qu'elle doit détoxifier son milieu juste pour survivre, pour ne pas mourir, parce qu'elle doit se multiplier, et en se multipliant, elle fait tout un tas d'autres métabolismes, etc. Donc, ne résumer la levure qu'à une transformation de sucre en éthanol, microbiologiquement parlant, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, elle fait tout un tas d'autres choses. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les métabolismes secondaires, mais là, en fait, ce qui est souligné ici, c'est seulement les métabolismes au sein de la levure qui sont liés à une certaine à une relation avec les aspects aromatiques. Donc il y a des arômes primaires, des arômes secondaires et des arômes soufrés plutôt associés à des défauts. Et en fait, on voit qu'à chaque fois, il y a des entrées, un mécanisme enzymatique qui se met en place et des sorties. Et donc en fait, on a une interaction entre la levure et son milieu qui n'est pas que de la transformation de sucre en éthanol, mais qui est de faire entrer au sein de la levure des précurseurs présents dans le mou, présents dans le raisin, et de les faire ressortir sous différentes formes, notamment sous forme de composés volatiles odorants. Alors l'exemple d'éthiol, il est bien connu, il est particulièrement intéressant, hein, mais vous voyez ici qu'à chaque fois, on a des précurseurs qui sont sous forme cystéinylés, glutationnés ou autres, qui vont d'abord rentrer par des mécanismes de transport, puis qui vont être métabolisés par des mécanismes enzymatiques au sein de la levure, puis qui vont être excrétés. Donc à chaque fois, on a une variabilité génétique qui fait que sur chacun de ces points, l'entrée, la transformation et la sortie, on a une variabilité d'une souche à l'autre qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, en fait, va être différente d'une souche à l'autre. Donc on ne peut pas avoir une levure neutre qui ne fasse pas ça. On prendra deux levures, elles vont faire ça de toute façon, mais d'une façon différente ou d'une autre, en fonction de la levure qui sera, qu'elle soit sélectionnée ou non, hein, d'ailleurs. Mais de toute façon, elles vont avoir un impact. Et alors pour essayer de souligner ces aspects-là et pour toujours travailler et réfléchir sur cette conversation entre levure sectionnée, terroir, origine, en quoi c'est opposable ou pas, etc., il y a une étude très intéressante qui a été menée sur Sauvignon Blanc en Nouvelle-Zélande en collaboration avec le Bragato Research Institute. Et en fait, l'objectif et la question scientifique derrière, c'était comment des levures sélectionnées peuvent ou pas mettre en valeur la typicité de différents terroirs, de différentes régions, on va dire, parce que là non plus, je ne sais pas trop ce que c'est un terroir, au sein d'une même région géographique en Nouvelle-Zélande.
Donc en fait, ce qui a été fait, c'est que, un peu dans le même type d'études que nous ont présenté Jean-Luc et Hervé, en fait, il y a 4 régions qui ont été identifiées, 4 sous-régions, on va dire, dans la Marlborough Valley, qui ont été identifiées avec des typicités, en tout cas géologiques, différentes. Donc avec des sols plutôt de gravier galé, avec un bon drainage ici. Ici, plutôt des sols sableux aussi bien drainés. Là, par contre, peu de drainage, mais des sols plutôt argileux à limoneux. Et là, un sol graveleux limoneux qui est un peu un mix des deux. Et donc, avec ces 4 régions, en utilisant le même clone, le même porte-greffe, des âges de vigne assez similaires, le même protocole de vinification, et à chaque fois, utiliser 2 levures sélectionnées différentes pour réaliser la fermentation alcoolique, et tout ceci fait en duplicat. Et alors les résultats sont assez intéressants. Déjà, quand on regarde les composés volatiles, qui sont évidemment des marqueurs intéressants du métabolisme et du profil organoleptique de ces sauvignons, alors notamment en Nouvelle-Zélande, où on s'attache particulièrement à ces aspects aromatiques-là, on voit qu'on a les 2 impacts en fait qui s'expriment. À la fois l'impact de la levure sélectionnée, parce que vous voyez qu'à chaque fois, à gauche et à droite, donc là, en orange, vous avez une des 2 levures sélectionnées, et en vert, vous avez l'autre levure sélectionnée qui s'appelle l'Alvin MSB et Sauvy. Peu importe les noms, mais en tout cas, c'est pour vous montrer, pour illustrer mon propos. Donc en orange, vous avez une levure, et en vert, vous avez de l'autre levure. Déjà, vous voyez qu'au sein même d'une région, à chaque fois, vous avez une différence, d'accord, qui est très claire, peu importe le composé volatile étudié, mais en tout cas, on a une différence. Est-ce que pour autant, ça veut dire que cette levure va masquer l'expression de la région? Non, parce qu'en fait, si vous prenez, par exemple, si on compare les régions entre elles, on voit qu'en fait, on a des classements qui sont assez similaires. Si on prend que les courbes orange, par exemple, on voit que la région de Rapora a une capacité à exprimer la 4e MP un peu plus forte que dans d'autres régions. Et donc, les 2 régions où on a le plus de concentration, quelle que soit la levure, c'est effectivement ces 2 régions-là. Et donc, on le voit pour la 4e MP, mais on le voit aussi pour les autres composés volatiles. Donc là, c'est intéressant de voir qu'en fait, au lieu d'opposer ces 2 concepts, levure sélectionnée, région géographique, on voit qu'en fait, ils cohabitent parfaitement et qu'on peut avoir le même classement entre les régions, tout en gardant un impact de la levure sélectionnée au sein de cette même région. Et on peut du coup exacerber ou non, au choix du vigneron, ce qu'on pense être typique de cette région. Donc ça, c'est tout simplement une autre façon d'exprimer les mêmes résultats et les mêmes conclusions sous une forme d'ACP. Alors maintenant, tout le monde est bien à l'aise avec ce type de représentation. C'est une analyse en composé principal où en fait, on va regarder géographiquement, on met toutes les données dans un grand sac là, puis on regarde après comment ça s'éclate sur une carte pour essayer de rassembler ces données. Et en fait, c'est très intéressant de voir la prépondérance de la région géographique. Clairement, on a les vins qui sont issus de Rapora ou de Rarangi ou de Awatere ou de la Southern Valley. On voit qu'ils sont bien distincts. Donc, quelle que soit la levure utilisée, on respecte cette typicité régionale et ce style de vin. Pour autant, au sein d'une même région, on a aussi le même classement entre Sauvy qui se trouve à chaque fois en haut, MSB en haut, Sauvy en haut, MSB en bas, Sauvy en haut, MSB en bas, Sauvy en haut, MSB en bas. Donc au sein même de chaque région, vous avez aussi cette différence de type qui peut s'exprimer. Pour autant, elle ne travestit pas et elle ne trahit pas l'origine géographique des raisins. Et alors, Hervé parlait tout à l'heure de sensoriel. Évidemment, la finalité de toutes ces études, c'est quand même le vin, qui est fait pour être bu, pour être apprécié ou non, mais en tout cas pour être jugé au niveau sensoriel. Et en fait, on a, et là encore, on ne sait pas ce que c'est, nous, la typicité des vins de la Rapora. Donc on a demandé aux professionnels de la région d'évaluer avec une question simple, est-ce que les vins qui vous sont proposés sont typiques de la région ou pas ? Voilà, vous êtes de la région, c'est vous qui allez évaluer si vous jugez que ces vins sont typiques ou pas. Et donc en fait, c'est intéressant de voir aussi que, alors en rouge, c'est ce qui est considéré comme non typique. Et donc vous voyez que quelle que soit la levure, quelle que soit la région, il y a grosso modo 10 ou 20% de personnes qui de toute façon vont trouver que les vins ne sont pas typiques. Bon, point, d'accord. Soit. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que en dehors de ces 10 ou 20%, les vins sont considérés comme typiques, plus ou moins d'ailleurs, en fonction de la levure. Donc ça veut dire qu'on a aussi un impact de la levure qui peut, pour certains, dans certaines régions, surexprimer ou en tout cas aider à une meilleure interprétation selon ces dégustateurs de ce qu'ils pensent être la typicité. Et donc on voit là qu'on a une interaction levure sélectionnée,
typicité du terroir ou interprétation de ce qu'on en fait, et qu'en fonction du terroir ou en fonction de la région, c'est pas la même levure qui forcément, soi-disant, exprime mieux cette typicité. Et donc en fait, c'est là qu'on commence à avoir ce concept de choix de la levure qui fait partie intégrante, au même titre qu'une date de récolte, au même titre qu'une méthode de conduite de la vigne, au même titre que le type de pressoir que vous allez utiliser, au même titre que la température de fermentation, au même titre que la durée d'extraction, de macération, etc. Tout ça fait partie de choix technologiques du vigneron pour savoir comment il va donner son interprétation de ce qu'il considère comme typique de sa région ou typique de son terroir. Autre région, autre exemple, on change d'hémisphère, on change de pays, qui va illustrer un peu ce que je vous raconte. Alors ça, c'est des études qui ont été menées dans le cadre d'un projet qui s'appelle projet NV2. Donc c'est un projet issu d'un FUI, un fonds interministériel, avec donc c'est un consortium là, de partenaires, donc je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas c'était chapeauté par ITK, donc avec IFV, Fraissinet, Niséos, l'Université de Montpellier, INRAE, et donc l'allemand, où en fait, juste pour vous brosser un peu l'idée de ce projet, c'est comment piloter l'azote de la vigne à la cave, avec cette idée de maîtriser le profil organoleptique des vins. Alors c'est un gros projet qui est toujours en cours. Je vais vous présenter juste un petit extrait de quelques résultats qui ont été obtenus, parce que c'est tout à fait en accord avec ce qu'on raconte aujourd'hui. En fait, on a pris un Sauvignon blanc issu de 5 parcelles en Occitanie, donc une région assez large maintenant, Occitanie, et avec 3 stratégies œnologiques. Donc la stratégie S1, retenez bien, la stratégie S2, donc S1 plutôt tiols végétaux, 4-MMP, S2 plutôt ester d'acétate, tropicaux, acétate de 3-MH, et plutôt une stratégie S3, plutôt agrumes. Donc au sein de ces stratégies œnologiques, donc, on a principalement fait varier la levure sélectionnée utilisée. Donc voilà, bon, voilà où se trouvent les régions, hein, les 4 parcelles. Donc vous voyez qu'on a un axe assez long, hein, c'est ce qui nous montre comment l'Occitanie est bien étendue en termes de régions. Et donc on va regarder encore une fois les analyses des composés d'arômes en fonction de ces stratégies œnologiques. Donc l'exemple de la 4-MMP par exemple, et notamment des tiols végétaux. Cette slide, c'est juste pour vous illustrer qu'on valide que la stratégie œnologique permet bien de répondre à un objectif quand on fait la moyenne des 5 parcelles. Donc grosso modo, on ne s'intéresse pas à la région, on fait la moyenne des 5 parcelles et ces 5 vins, et on regarde quel est l'impact de la stratégie œnologique sur certains composés clés ou certaines familles aromatiques. Et donc on valide que la stratégie œnologique S1 permet bien de répondre à l'objectif qu'on s'est fixé. La stratégie S2, fruits tropicaux, acétate, etc., permet bien de répondre à la stratégie qu'on s'est fixée, etc. Et ensuite, quand on regarde au sein d'une seule stratégie, d'une stratégie œnologique, et ben là on va s'intéresser à la variabilité entre les parcelles. Et donc on regarde cette stratégie S1 et on regarde son impact sur les différentes parcelles. Et c'est très intéressant de voir que en fait, l'impact de la parcelle reste prépondérant. Donc on n'a pas un impact de la stratégie œnologique qui va écraser la typicité d'une région ou écraser l'origine d'une parcelle. On voit très bien par exemple que pour ce côté tiol végétal, la parcelle Laric va avoir un comportement très différent par rapport aux autres parcelles. Donc là encore, au même titre qu'en Nouvelle-Zélande, on observe exactement le même type de comportement, entre guillemets, ou en tout cas le même type de conclusion au sein de ces 5 parcelles françaises. Et donc on en vient à l'analyse sensorielle là aussi, où on a fait une analyse sensorielle un peu originale, où on a d'abord regardé quel était l'impact de la stratégie œnologique en prenant une même stratégie œnologique et en comparant juste les 5 parcelles entre elles, évidemment à l'aveugle avec un jury expert, etc. On a fait ça plutôt bien. Ça a été mené avec l'INRAE et l'Université de Montpellier, c'est eux qui l'ont fait. Et ensuite, quel est l'impact de la parcelle, où là on prend une même parcelle et on compare en fait les 3 stratégies œnologiques pour regarder qu'est-ce qui est prépondérant l'un par rapport à l'autre ou pas. Et donc là, on va regarder l'impact de la parcelle, toujours avec cet ACP, donc au sein d'une même parcelle A, C, G, etc. Et donc on voit effectivement qu'on a une dispersion au sein d'une même parcelle de ces stratégies œnologiques qui se différencient entre elles. Et donc on a des impacts sensoriels qui présentent des similitudes au sein d'une même parcelle en fonction de la stratégie œnologique qui a été menée. Quand on regarde au niveau de l'impact de la stratégie œnologique, donc là je vous rappelle, on regarde une stratégie œnologique, là on fait le focus sur la stratégie S1 par exemple, et on regarde comment se différencient les parcelles. Effectivement, on a quand même des parcelles qui sont très différenciées, et donc on garde cette typologie parcelle, quelle que soit la stratégie œnologique. Donc on n'a pas de
d'homogénéisation due à la stratégie œnologique, pas de standardisation, pas d'écrasement de l'origine géographique par rapport à ça. Et donc ça met en avant qu'il existe une vraie nécessité de faire cohabiter les deux, en fait, d'adapter une stratégie œnologique à l'idée qu'on se fait ou à l'interprétation qu'on se fait d'une certaine région ou d'un certain terroir. Donc là, on a beaucoup parlé de vin blanc, on peut faire un parallèle sur le vin rouge aussi. Là, je vais juste vous présenter les conclusions d'une étude qui a été faite par l'Université de Davis en Californie sur Pinot Noir. En fait, ils ont pris des Pinots Noirs en provenance de 15 vignobles répartis sur différentes zones, Californie et Oregon principalement. Et chacun a été fermenté de façon strictement identique, donc même type d'étude, hein, je ne vais pas vous refaire le topo, donc avec la même levure sélectionnée, qui pour le coup est une levure bourguignonne d'ailleurs. Donc on en revient à cette comparaison entre les origines, etc. Donc en fait, je vais juste vous montrer leurs conclusions, hein, parce que sinon je vais me répéter sans cesse pendant encore des heures. Mais en tout cas, la conclusion de l'article, c'est que de toute façon, chaque site géographique possède une signature qui lui est propre. Cela dit, l'expression de la levure elle-même est modulée par le site, ou terroir, ou en tout cas par l'origine géographique. Et on observe à la fois une expression de la levure et du site géographique. Donc au lieu d'opposer les deux ou de chercher à voir comment ils ne sont pas compatibles, en fait les deux cohabitent parfaitement. Et on a une sorte d'interaction, de choix qui sont à faire, de réflexion à mener sur quels sont les choix que je fais ou pas pour donner mon interprétation de ce que j'appelle terroir ou site géographique. Donc en guise de conclusion, il n'existe pas de micro-organisme assujetti à une région géographique. Je pense que ça a été démontré sur ces 3 premières présentations. Il n'existe pas de levure neutre, désolé. Quel que soit le choix fait pour gérer la vinification, et donc les fermentations, car les fermentations sont un des choix, cela aura un impact de toute façon sur l'interprétation, et j'insiste sur ce thème, sur l'interprétation, que le vigneron ou le producteur se fera du terroir, ou de ce qu'il appelle typicité du terroir. Donc forcément, ce terroir intègre la composante humaine, dont le choix de la levure, dont le choix de la date de vendange, dont le choix de la méthode de comment on mène la vigne, est-ce qu'on en herbe, est-ce qu'on n'en herbe pas, est-ce que c'est les moutons qui vont tondre mon herbe, etc. Tout ça a un impact de toute façon sur le profil sensoriel et au même titre que la levure. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir à la fois une position très humble par rapport à l'impact de la levure. Ce n'est pas une levure qui va transcender un vin, qui va faire d'un chardonnay un sauvignon ou qui va tout transformer. Mais pour autant, elle aura de toute façon un impact. Donc il faut connaître cet impact et l'adapter à l'idée qu'on veut rendre, qu'on veut faire exprimer, l'émotion qu'on veut faire passer dans un vin. Et on peut choisir de maximiser l'expression naturelle d'un mou, puisque de toute façon, les précurseurs sont là de toute façon. Et c'est au choix de chacun de choisir comment il va les révéler. Au même titre que de la photographie. Alors, bon, le public n'est pas trop jeune aujourd'hui, donc on peut se permettre la comparaison avec la photo argentique. Non, mais ça va, moi non plus, je ne suis pas trop jeune. Hein. Non, je dis ça parce que quand on parle de photo, si on parle de photo argentique, on peut rapidement passer pour un vieux. Donc, mais en tout cas, quand on prend la photo argentique et la révélation d'un négatif pour passer à la photo, en fait, le parallèle est très intéressant quand on fait le parallèle entre le raisin et le vin. En fait, c'est exactement la même chose. On part d'un négatif qui, en fait, ne ressemble pas à grand-chose. Et en fait, pour le transformer en photo, eh ben, on va le faire passer dans un bain de révélation qui va lui donner une photo. Et en fait, tous les paramètres de ce bain de révélation sont choisis par l'homme, par le photographe, en l'occurrence. Donc la composition du bain de révélation, le temps pendant lequel on met dans le bain de révélation, le type de papier, le séchage, etc. Le négatif est le même. Hein. Mais par contre, vous pouvez faire 15 photos différentes qui vont refléter une même interprétation de la réalité. Et en fait, il faut voir plutôt la levure et l'ensemble des choix techniques comme ce bain de révélation, comme une révélation d'une certaine réalité. Et le parallèle peut être fait avec la photo, mais avec plein d'autres trucs. Alors il faudrait que je le fasse, mais avec les filtres Instagram, ça marcherait peut-être mieux maintenant. Voilà, avec on voit le truc, et puis ça marche aussi. C'est peut-être un peu plus lourd en termes de révélation aromatique. Là, on est dans de la levure costaud quand même. Mais voilà, qu'est-ce qui reflète le plus le terroir ou la réalité ?
Comment peut-on faire passer une émotion ou un baiser? Est-ce que c'est une photographie? Il y a différentes façons d'évoquer l'amour, le baiser ou autre. Est-ce que c'est la réalité elle-même? Est-ce que c'est une photo? Ou est-ce que c'est une interprétation qu'on s'en fait au niveau artistique, hein? C'est la même émotion qui est transmise ici. C'est la même chose qu'on veut exprimer, mais par différentes façons. Et après, en fonction du vigneron, eh ben, on a des interprétations qui sont plus ou moins personnelles, en fonction de ses affinités. Voilà, donc on peut aller jusqu'à évoquer Star Wars. Et du coup, on est toujours dans la même expression de la réalité. Oui, alors il y en a qui pointent ça, qui ont faim peut-être déjà, non? Petit gâteau. On est toujours dans la même expression de la réalité, dans la même émotion qu'on veut transmettre, mais en fait, la main de l'homme et l'interprétateur de ce qu'il veut faire dire à son terroir, de ce qu'il veut faire dire à sa région, aura de toute façon un impact. Et donc la question se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important? La réalité pure et dure ou l'interprétation qu'on veut en donner? Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis on répondra aux questions par la suite. Merci.